Jadis, dans la plaine de Lanaudière, de grandes superficies de la rive nord du Saint-Laurent étaient recouvertes d'une tourbière comme celle-ci, un milieu naturel abritant une biodiversité singulière. Suite au drainage agricole des terres aux alentours, puis à l'extraction de la matière organique du sol, le milieu a changé radicalement. Plusieurs espèces l'ont déserté. D'autres, notamment des espèces exotiques envahissantes, s'y sont au contraire installées avec un trop grand succès. Une histoire connue, un scénario qui se répète présentement partout sur la planète. En 2018, la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière débutait le projet d'y réhabiliter plusieurs hectares de milieux humides au plein cœur du boisé des Terres Noires. Le boisé des Terres Noires fait partie d'un écosystème naturel de 1000 hectares, façonné il y a de cela plusieurs milliers d'années lors du retrait progressif de la mer de Champlain. Dans ses parties les plus humides, c'est la tourbe qui domine le parterre. Ce type de sol, plutôt acide, est formé de résidus de matière végétale lentement décomposée qui s'est accumulé par couches successives sur plusieurs mètres de profondeur. Il n'aura ainsi fallu que quelques années d'extraction de la terre noire et de la tourbe présente ici pour faire disparaître cette riche couche organique de sol créée sur plusieurs millénaires. Durant les années 80, il y a eu l'exploitation dans la terre noire. Et ce que ça a eu comme effet, d'abord, c'est de baisser le niveau du milieu, enlever de la matière organique et surtout de créer un habitat extrêmement favorable à des espèces floristiques envahissantes, comme le roseau commun. Ce n'est pas la seule espèce en présence, on a également les nerfs bruns. Si on parle de la phragmite, qui est l'exemple le plus frappant, si on voit sur le bord des autoroutes, elle colonise ces milieux-là, elle est super bien adaptée. Elle se reproduit autant par les graines que par les rhizomes. Donc, elle peut se déplacer facilement dans des milieux perturbés. Souvent, ces espèces-là, ce sont d'excellentes colonisatrices. Donc, elles viennent, après une perturbation d'un milieu naturel, elles viennent s'installer à la place des autres. Puis souvent, elles sont capables de capturer des éléments nutritifs plus rapidement que les autres, l'azote ou le phosphore. Puis une fois qu'elles prennent la place des espèces indigènes, elles s'accaparent puis elles bouleversent tellement un milieu que c'est difficile de retrouver la biodiversité dans le temps, parce que là, ben, ça conduit souvent à un appauvrissement de la biodiversité végétale, puis par corollaire, parfois animale, mais pas toujours. En septembre 2017, l'AMT, aujourd'hui le Réseau de transport métropolitain, faisait don du terrain à la Fiducie des écosystèmes de Lanaudière. À ce moment-là, le quart du terrain était envahi par une plante exotique, la souche originaire d'Eurasie du roseau commun, communément appelée phragmite. Ce terrain-là est venu dans le patrimoine de la fiducie. Bien, c'est un peu comme acheter une nouvelle maison ou un nouveau condo ou rentrer dans un nouvel appartement. Dans le fond, le premier travail, c'était de faire le ménage. Donc, on a dû extraire de ce site-là des débris, entre autres des pneus, des carcasses de voitures. On en a eu pour plusieurs jours avec des corvées de bénévoles. Une fois qu'on a fait le ménage, après ça, bien, dans le fond, l'idée, c'était de faire un plan de réaménagement ou de réhabilitation du site. Et là, bien, on s'est attelé à ça en 2018, qui était la grande année de travail, dans le fond, en creusant un étang de 2 hectares pour ennoyer le roseau commun, qui est notre ennemi principal au boisé des Terres Noires, puis aussi dans un secteur qu'on appelle la friche, où il fallait d'abord on enlève la phragmite, puis qu'on réinstalle une forêt qui va venir compétitionner avec l'ombre pour empêcher la phragmite de revenir avec la même densité.
Ensuite de ça, le marécage, qu'est-ce qui est important à retenir? Il va être plus éloigné généralement de l'eau, ce qui fait qu'on va avoir... La dimension éducative de ce projet-là est extrêmement importante. Puis, dans la ville de l'Assomption, qui est tout près, on a une école primaire, des écoles primaires et secondaires. On a développé une collaboration avec l'école secondaire Paul Arsenault et l'école primaire Saint-Louis pour faire des présentations en classe, pour donner des bases, des notions de base en écologie, sur la faune, la flore de la Naudière. Après ça, donner des notions de restauration et après ça, que les élèves puissent venir sur le site et participer à la plantation. Donc, planter un secteur qui est leur endroit à eux et qui vont pouvoir revenir voir au fil des années, peut-être plus tard comme parents, et qui vont ramener leurs enfants là. Et déjà, on le voit, les jeunes qui nous disaient « Ah, ben, moi, j'aimerais ça revenir. Je peux-tu revenir planter des arbres? Bon, je vais revenir cet été pour montrer ça à ma famille. » Donc, que des enfants puissent non seulement être sensibilisés à la faune, mais prendre part à sa restauration, c'est vraiment une très, très grande richesse. En tout, 4800 arbres ont été plantés, de 28 espèces différentes, dont l'érable rouge, le sapin baumier, le peuplier à grandes dents et plusieurs autres essences indigènes adaptées au milieu. Les travaux effectués à la fin de l'hiver 2018 ont permis la création d'une grande mare de 2 hectares et de plusieurs petits points d'eau temporaires appelés étangs vernaux. Dès l'arrivée du printemps suivant, ces nouveaux milieux foisonnent déjà de vie à un point qui dépasse les attentes. Les premiers résultats nous le montrent. Les espèces sont tellement résilientes que quand on leur donne l'opportunité de revenir s'installer, ils le font. Quand on restaure des milieux, ce qui se passe, c'est que c'est la faune qui est immédiatement déjà présente dans le pourtour du site qui va venir l'utiliser. Et ce que ça montre, c'est que c'est pas parce qu'un milieu est dégradé qu'il a perdu toutes ses fonctions écologiques. Il en a conservé. Et ça montre surtout qu'on est capable, même avec des milieux qui sont dégradés, de les admettre dans un réseau d'aires protégées et de les remettre en état. Un an après les travaux entrepris en 2018, le bilan de croissance des arbres est remarquable et le taux de survie dépasse le seuil attendu. Cependant, le roseau commun s'avère un adversaire coriace et son contrôle exigera la création de nouvelles méthodes pour l'empêcher de regagner du terrain. Ce qui est intéressant du projet du Boisé des Terres Noires, c'est le partenariat qu'on a avec une université, qui est l'Université du Québec à Montréal. Dès les tout débuts du projet, même en fait avant que la fiducie soit propriétaire du terrain, l'UQAM avait déjà commencé des travaux scientifiques, des travaux de réhabilitation du site. Eux amènent une fraîcheur dans les questions qui vont se poser, avec un nouveau regard sur ça, avec des questionnements scientifiques qui sont différents de nos questionnements à nous de praticiens de la conservation. Donc ça fait une très belle synergie, l'UQAM et nous, pour ce projet-là. Donc, on a implémenté des stratégies de lutte contre le phragmite à court terme. Au lieu de couper le phragmite, qu'il faut faire 2, 3, 4 fois par an, on essaie de le plier. Donc, on casse les tiges, mais les tiges restent sur place. Je dis tout le temps que le phragmite est confus. Les sites qu'on a pliés, le phragmite en 2016, on va faire un deuxième repliage en 2019. Donc, on a gagné 3 ans. Même si ça coûte 2 fois plus cher que le coupe, ça dure 3 fois plus longtemps. Donc, finalement, on peut penser que c'est une bonne stratégie. La fiducie a accepté ce terrain-là dans son patrimoine
sachant que c'était un terrain qui était dégradé, qui avait besoin beaucoup d'amour, qui avait besoin d'être restauré ou réhabilité. Mais dans le fond, la pertinence de faire ça, ça a été à la fois sur le plan de l'écologie, parce que le site est important à l'échelle régionale. C'est important de garder une vitalité dans le boisé des Terres Noires, parce que c'est un îlot de nature dans une mer agricole. Puis aussi, l'autre leçon, c'est de dire que c'est un projet qu'on est capable de faire en collectivité, à la fois avec beaucoup de bénévoles, avec les écoles, avec les élus municipaux qui nous ont aussi beaucoup appuyés dans ce projet-là. Donc, c'est une belle leçon collective qu'on est capable de mener un projet comme ça à terme, même si c'est colossal, là, on est capable de le mener à bien ensemble, en groupe. C'est là qu'on voit que de conserver, c'est une chose. De restaurer où les gens deviennent des acteurs, ils prennent part à la restauration de différentes manières. Ça peut être juste de planter quelques arbres, ça peut être de venir pour pouvoir couper de la membrane pour pouvoir protéger les arbres, ça peut être pour amener un groupe scolaire puis faire de l'interprétation. Mais dans toutes ces manières-là, il y a un fil conducteur qui est le développement de l'attachement au milieu. Ce terrain-là, là, avant, c'était pas un beau terrain. Mais on dirait qu'il est rendu... Déjà là, on n'a pas fait grand-chose. Juste parce qu'on est présent, on suit l'évolution, on veut voir les différentes étapes. Donc, forcé d'admettre qu'on est là souvent puis qu'on se présente à 2-3 fois par semaine quand on était là, supposé d'y aller une fois par mois. Tous les étudiants qui travaillent sur le site veulent toujours retourner année après année. La perception qu'ils font quelque chose, ils travaillent pour l'avenir des gens, je pense que c'est contagieux. Malgré les grandes avancées des 2 dernières années, la tâche est loin d'être terminée et un contrôle récurrent du phragmite et du nerf brun devra continuer à être effectué. D'autres phases du plan de réhabilitation générale du site se dérouleront dans les années à venir, notamment la restauration de la tourbière et du sous-bois. À terme, qu'est-ce qui serait intéressant, ce serait que la municipalité ou la communauté qui est autour du boisé des Terres Noires ne se gêne pas pour venir se promener dans cette forêt-là et en profite, comme c'était le cas avant qu'elle soit perturbée dans les années 70-80, qu'elle redevienne cette forêt-là qu'elle a déjà été, où on va être capable de marcher dans un sous-bois dégagé et à peu près libre de roseaux communs dans le sous-couvert, puis que ça soit la communauté, dans le fond, qui en profite au maximum.